Vraiment. Puis moi, je vais faire un petit. Tu permets? C'est le mois de la femme. Même si c'était en décembre, j'en fais la même. Madame, comment allez-vous? Pouvez-vous vous lever? Et regardez-moi ces femmes, elles sont inchiques. Présentez-moi, je m'appelle Catherine Levenel, je suis entreprise dans au CNRS, à Sciences Po Paris. Bien compris, s'il vous plaît. Au lieu, je pourrais presque dire on ne le présente plus, mais si, on va quand même le présenter. Je vais aussi. Dites-nous qui c'est. Alors, merci beaucoup. Je suis cher ambassadeur chez Keïta. Je suis ambassadeur de Ouzbé. Ouzbé, c'est la World Union for Small and Middle Enterprise. Je suis docteur en économie, en sciences politiques et en relations internationales. Je suis très heureux d'être ici parce que nous construisons l'avenir de nos nations avec les étudiants et donc il y a tellement de choses à dire. Je suis très heureux de voir la tête de tous ces étudiants venus de tous ces pays du monde ici. Alors on est dans le monde ici, puisque je pense qu'il y a 47 ou 44 maisons ici qui représentent des personnalités, des étudiants venus de tous les pays du monde. Et c'est la construction de l'excellence ici. Vraiment, alors tous les étudiants qui sont là, qui sont à l'heure, merci. Parce que ici, vraiment, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui compte, de ce que nous espérons construire pour nos relations entre la France et nos pays. Il est fondamental de construire ensemble des liens qui nous unissent depuis des siècles et renouveler notre façon de collaborer pour l'efficience, pour la construction d'une parité commune, pour la construction d'un monde meilleur. Alors bienvenue et bonne conférence. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes les personnes qui aujourd'hui sont là pour soutenir la jeunesse et sont là pour accompagner nos jeunes dans leur réussite et surtout à résoudre toutes les problématiques, on va dire en partie ou du moins qu'on peut. Je remercie donc les services consulaires, les ambassades qui sont aujourd'hui représentées, qui nous soutiennent. Je remercie particulièrement l'ambassade de Guinée qui nous fait l'honneur aujourd'hui et bien d'être nos, on va dire, parrains pour cette première édition du Forum des étudiants Génération Diaspora 2026 et je vous demande de les applaudir chaleureusement parce que la Guinée a été justement eh bien, ce pays qui nous a dit que effectivement les étudiants sont là en France pour apprendre et l'objectif c'est qu'ils repartent avec un bagage, avec aussi eh bien, les capacités pour pouvoir eh bien, investir dans le pays, s'engager dans le pays d'origine. C'est bien là l'ADN du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, c'est celui en fait justement de créer les conditions pour pouvoir, 1, s'épanouir en France, en Europe, et 2, repartir, on va dire, dans le pays d'origine ou sur le continent africain pour développer en fait eh bien, des projets, s'investir aussi pour le développement du continent africain. Et je remercie également Madame Julie Peguinini, qui, elle, nous reçoit aujourd'hui, la présidente de la Fondation Lucien Paille, où nous sommes aujourd'hui. Et elle a tout de suite répondu présent. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, eh bien oui, il faut aider la jeunesse, il faut aider les associations qui œuvrent au quotidien et qui donnent en fait la possibilité aux autres de réussir. Donc c'est une chaîne humaine. Et je suis très heureuse parce que tous les intervenants qui sont ici aujourd'hui sont là en fait et témoignent de leur volonté de rentrer dans cette dynamique qui nous permet aujourd'hui de continuer à impulser non-stop, je vais dire, parce qu'en fait c'est un travail en continu. C'est quelque chose qu'on ne doit absolument pas lâcher. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Demain, ça sera vous qui allez porter le flambeau et continuer encore et encore à semer les graines, justement, de cette construction positive pour accompagner la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Parce que la jeunesse, c'est en fonction de comment on va la former, l'accompagner. C'est celle qui, demain, en fait, va développer des choses, va diriger aussi des pays et va créer aussi de nouvelles conditions pour innover et puis surtout rentrer dans cette nouvelle ère.
parce que rien n'aurait été possible sans sa générosité et surtout aussi sans son engagement au quotidien. Merci infiniment Julie et je te passe le bâton. Merci infiniment à toi Rachida. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse et honorée de vous accueillir aujourd'hui. Donc vous êtes dans cet endroit que peut-être vous ne connaissiez pas avant, qui est la Fondation Lucien Paille au sein d'un écosystème qui est la Cité internationale universitaire de Paris. C'est une cité qui date de 100 ans aujourd'hui et qui est un endroit extrêmement important pour les étudiants du monde entier. Un endroit d'engagement, comme l'a rappelé Rachida, de dialogue, de vivre ensemble, hein, puisque le principe de chacune de nos maisons, c'est d'être brassés. Cette maison, la Fondation Lucien Paille, elle accueille plus de 190 étudiants, dont au moins 140 viennent des Afriques chaque année. Donc c'est la Maison des Afriques. Elle a eu plusieurs noms au cours de l'histoire. C'est une histoire longue, une histoire coloniale et une histoire décoloniale aussi. Notamment parce que la Fédération des étudiants d'Afrique noire, la FEANF, s'est vraiment instituée au sein de la Fondation et les luttes pour l'indépendance se sont passées à ce moment-là, dans les années 60, au sein de cette fondation. Nous avons eu l'honneur que la première pierre de cette maison soit posée par le président Léopold Sédar Senghor. Nous avons eu d'autres très hautes personnalités dans les alumni de cette maison. Le président Abdou Diouf, l'écrivain Henri Lopez du Congo, des cinéastes, enfin voilà, de tous les pays des Afriques, vraiment. C'est une maison très très emblématique de l'engagement des étudiants africains en France. C'est d'ailleurs la seule maison qui a cette charge en France. Voilà, dans l'écosystème général, nous ne sommes pas les seuls à représenter les Afriques. Il y a aussi la Maison de la Tunisie, qui est notre voisine. Il y a aussi le pavillon Bourguiba. Il y a également la Maison du Maroc. Enfin voilà, c'est un très large et très grand écosystème et l'accueil de plus de 7000 étudiants chaque année au sein de la cité. Donc c'est un grand honneur quand Rachida et le Haut-Commissariat des diasporas africaines en France nous a sollicité. Ça a été pour mon collègue Thomas, que je salue infiniment, Thomas Tabao, qui est chargé des relations et des partenariats institutionnels depuis plus d'1 an, mais qui est lui-même un alumni de cette maison. Ça a été un grand honneur pour Thomas et moi de vous accueillir ici, parce que c'est vraiment notre objectif, c'est vraiment l'idée de travailler à des forums de cette nature, à des partenariats avec toutes les associations qui s'occupent des étudiants africains et de les accueillir et de travailler ensemble pour l'avenir, pour que ce réseau des étudiants africains ait de plus en plus d'ampleur et de sens. Je tiens à remercier évidemment le Haut-Commissariat des diasporas africaines de France, Rachida, mais aussi toute son équipe qui a été vraiment très engagée pour cet événement. Je tiens aussi à remercier le représentant de l'ambassadeur de Guinée, ici présent, et également l'effort qu'a fait l'Académie de Paris pour être avec nous aujourd'hui au travers de son représentant, Antoine Godbert, qui est le délégué régional académique aux relations européennes et internationales et à la coopération. Il nous fera l'honneur d'être là un peu plus tard et c'est important par rapport à l'engagement de l'Académie de Paris au sein de la Cité et de ce type de forum. Mais je tiens aussi à parler de tous les alumni qui seront là au fil de la journée, les alumni de cette fondation, qui vont pouvoir vous parler à vous, jeunes étudiants ou moins jeunes, mais en tout cas étudiants présents dans ce forum et qui justement avaient envie de ce type de transmission. Alors grâce à l'engagement de Thomas, qui s'occupe vraiment de ces questions au sein de la Cité et qui a pu mobiliser plusieurs alumni. Je vais demander à Catherine Whittle de Whedon, j'espère que j'ai bien prononcé, non pas du tout, mais du coup il faut... Encore une fois, parce que pour construire une nation, il faut des jeunes vaillants, des jeunes responsables, des jeunes qui veulent apporter leur contribution au changement, apporter leur contribution au devenir de nos nations. Pour cela, il faut des escaliers, puisque avant de monter l'étage, il faut un ascenseur, il faut des escaliers parfois, et pour cela, il y a des éléments de convergence qui permettent à quelqu'un de s'exprimer. Et on arrive aux études. Plein d'Africains
rêvent de venir étudier en France. Beaucoup d'Africains, des jeunes filles, des jeunes garçons rêvent de venir en France pour étudier. Et si vous avez eu cette chance d'être en France, vous devez être des moteurs de changement, des moteurs dynamiques pour influencer la machine, pour qu'on puisse créer un potentiel possible, un potentiel pour faire avancer nos nations. Vous n'avez pas simplement le devoir d'étudier et partir, vous avez le devoir d'étudier pour partir, mais vous avez un devoir aussi d'être des croix de transmission, des personnes qui, par leur qualité de vision, peuvent être des ponts entre nos pays, c'est-à-dire la France et l'Afrique. Et donc, nous devons absolument toujours construire le possible. Parce qu'il y a l'impossible, mais quand on est dans les études, il faut être positif. Pour construire le positif, il faut être engagé, il faut être quelqu'un de clairvoyant pour ton devoir que tu dois assumer demain. Vous êtes des responsables et l'avenir de nos nations. Donc, je ne peux que vous dire pour ouvrir cette séance que nous comptons sur vous pour étudier. Il faut être organisé parce que il ne s'agit pas simplement d'étudier, il s'agit d'étudier, mais aussi de trouver des actions possibles qui permettent de vous grandir. Parce que les études ne vous grandissent pas tout seul. Il faut étudier, il faut apprendre à aller travailler, il faut être débrouillard, il faut être quelqu'un d'averti, il faut être quelqu'un d'engagé. Donc pour cela, il y a tout à mettre en œuvre et on ne peut jamais faire des très grandes choses tout seul. Il faut avoir la capacité de s'ouvrir. Projection sur les pays comme les États-Unis, c'est l'entreprise qui a une valorisation XXL que l'État. Vous comprendrez que pour faire valoriser un pays, un État, les entreprises ont leur place et apportent assez de choses pour la valorisation d'un État. Quand on prend l'exemple de la révolution digitale, savez-vous que les États-Unis ont la capacité d'investir 15 milliards, 10 milliards sur des entreprises naissantes qui sont dans la technologie numérique et digitale. Et nous, en France, nous n'avons pas su et nous n'avons pas cette capacité-là. Mais cela ne dit pas que la France est derrière au niveau de l'innovation technologique et de la maîtrise des codes pour l'entrepreneuriat et pour les entreprises. Nous sommes reconnus aujourd'hui comme un pays qui met sur le marché les plus grandes idées en matière d'innovation. La problématique globale, c'est le financement. Alors l'idée que vous avez donnée pour un incubateur de la possibilité des étudiants pour apporter leur contribution pour la création, elle est essentielle. Parce que, je dis souvent dans mes conférences, c'est dommage, il y a très très longtemps, dans les universités, en tout cas lorsque j'étais dans les universités, on ne parlait pas de l'argent. C'est-à-dire on n'a pas de chair, on n'a pas de... on ne parlait pas de l'argent. Alors que l'argent est le centre du monde. Il faut absolument qu'on commence à l'enseigner et dans les écoles primaires, et dans les collèges, et dans les universités, la notion de l'argent. Comment gérer l'argent, comment faire pour avoir beaucoup d'argent en faisant un travail net qui peut bénéficier à tout le monde. Donc, nous avons des étudiants ingénieurs ici, nous avons des étudiants qui pensent être à faire sciences politiques
pour aller dans l'économie réelle, dans le droit et dans d'autres niveaux, mais nous avons aussi des étudiants techniciens qui peuvent demain créer des entreprises. Alors, il ne s'agit pas simplement de créer des entreprises, il s'agit de réfléchir, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là d'où vient la notion de créativité. Le brevet, apporter une solution, le brevet. On peut regarder sa petite sœur qui ne marche pas, qui est atteinte de polio, on peut réfléchir, mais comment je peux résoudre le problème de ma sœur? Parce qu'elle ne marche pas, elle a un pied qui est... on peut être inventeur à ce niveau-là. Donc, tout est possible. Tout le monde est capable d'aller plus loin. Alors, je vais m'excuser, je dois partir parce que j'ai des conférences à l'OCDE. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne conférence. J'attends pour voir s'il y a des questions pour moi. Des destins qui bouleversent le monde. Et ça m'est arrivé, c'est ça que je veux partager avec vous. Mon père est de la Martinique. Il est de Grand-Rivière, un petit village. Ma mère est de la Guadeloupe, elle est de Champfleury. Mes grands-parents étaient pêcheurs et agriculteurs. Et leurs enfants, donc mes parents, ont fait le voyage d'ici pour construire leur vie ici pendant les années du Bumidum, que vous connaissez, je pense. Sinon, on en parlera tout à l'heure. Donc moi, j'ai grandi ici. J'ai grandi ici en banlieue à Porta. Et j'ai fait toute ma vie ici. La fac à Créteil, plus tard HEC. Et ensuite, je suis devenu conseiller stratégique. Aujourd'hui, je suis conseiller stratégique pour des institutions internationales, pour des family office, pour des gouvernements, et aussi pour des fédérations, pour des coopératives. Je vous dis pas ça pour vous impressionner, je vous dis ça parce que ce que je vais partager avec vous, c'est du vécu. J'ai longtemps cru que ce qui me ferait rentrer dans la pièce, c'était mes connaissances. Donc j'étais, je voulais m'impliquer dans une course au diplôme. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouleverse les règles du jeu. C'est déjà là, c'est déjà présent. Je parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle connaît plus de choses que vous. Plus vite que vous. Donc, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc la vraie question, ce n'est pas le diplôme. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce diplôme? Comment vous allez construire votre carrière? Et ce jour-là, ça sera plutôt une question d'état d'être. Une question de compréhension des codes. C'est ça que je partage avec vous. Parce qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, que restera-t-il d'humain? Voilà. Donc, pour moi, bien sûr, ce sont les connaissances, mais on l'a dit, c'est pas suffisant. Les connaissances, c'est quoi? Ce qu'il y a dans les livres, ce que vous étudiez en cours, d'accord? Ce que vous cherchez dans les bases de données. Les compétences, maintenant. La compétence, c'est la capacité d'appliquer une connaissance. Ok? Savoir coder, savoir analyser, structurer un marché. D'accord. Mais là encore, l'IA, parfois, automatise certaines tâches. Donc c'est comment vous allez vous conjuguer avec elle. La troisième chose maintenant, c'est la culture. Et la culture, c'est la compréhension des codes, la compréhension des mondes, la compréhension des symboles, des narrations, des symboliques, des non-dits. Et c'est là où vous, les étudiants de la diaspora, vous avez une singularité. Vous avez appris 2 langues, vous naviguez entre les mots, vous connaissez plusieurs codes, vous avez des doubles cultures, parfois des triples cultures. Ça, c'est votre force. Donc, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour vous dire de cultiver votre double culture parce que c'est du leadership diasporique. Et je remercie ici la Fondation Lucien Paille de nous avoir permis de nous réunir dans ce si bel endroit, également au cœur de la verdure et du printemps. Donc c'est vraiment un endroit magnifique. Et je suis très heureuse qu'on ait pu tous se rencontrer aujourd'hui ici. Alors je vais parler très rapidement de... Moi je suis
chercheuse au CNRS, directrice de recherche émérite, comme on dit dans notre métier. Je suis à la retraite, mais je peux encore travailler jusqu'en 2031, donc j'ai encore quelques réserves, et spécialiste des migrations internationales. Et c'est un sujet qui n'intéressait personne quand j'ai commencé à faire ma thèse là-dessus. J'avais un grand patron qui considérait que ça n'avait aucun avenir scientifique. Et puis finalement, j'ai été de plus en plus investie par mon sujet qui est devenu un sujet international. Je travaille dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le CERI, le Centre d'études des relations internationales à Sciences Po. J'ai enseigné 30 ans à Sciences Po et j'ai eu plusieurs étudiants africains, du continent africain, dont certains ont fait des très belles carrières aussi universitaires. L'un d'entre eux, un Marocain, a passé l'agrégation de sciences politiques il y a 2 ans, ça veut dire qu'il est professeur d'université à Paris 13, et un concours qui est très difficile, où il y a 4 postes par an. Ensuite, j'en suis très fière, tous les étudiants ont trouvé des postes maintenant de maître de conférences ou de professeurs sur les thématiques des migrations qui sont de plus en plus demandées dans les universités pour être enseignés, heureusement d'ailleurs, compte tenu des débats actuels. Ensuite, j'ai 3 étudiants algériens qui ont trouvé des postes de maître de conférence, l'une à l'école l'EM Lyon, comme on dit, école de commerce, un autre au CNAM, au Conservatoire des Arts et Métiers, un autre qui est encore postdoc à Genève pour l'instant, et puis également d'autres étudiants que j'ai eus pendant mes 30 années d'enseignement à Sciences Po, 25 thésards, etc. Malheureusement, on n'a pas encore assez d'étudiants africains subsahariens à Sciences Po. On a de plus en plus d'étudiants qui viennent des pays du Maghreb, entre là où vous êtes, là où vous faites vos études, et c'était le Maroc. La Turquie aussi, hors Afrique, a une politique très active à l'égard de ses étudiants à l'étranger. On a 4,5 millions de Turcs en Europe. La diaspora marocaine est très importante aussi, environ 4 millions, mais également, elle a une grande tradition d'entretien de ces liens. Donc les liens sont essentiels. Dans notre jargon de sciences politiques, on appelle ça des liens transnationaux, c'est-à-dire qui traversent les frontières, par-delà les aspects institutionnels, pour construire des liens culturels, des liens économiques, des liens matrimoniaux parfois, familiaux. Le regroupement familial est également très important dans l'existence de ces liens. Donc tout ça, c'est fondamental. Il ne faut pas oublier que les étudiants, pas seulement les étudiants, c'est la première source de migration légale en France et en Europe. Donc c'est très très important en termes migratoires. En France, on a reçu 380 000 migrants légaux l'an dernier. Quand on est étudiant, on a le choix. Le choix de finir ses études, rester dans ce pays, ou le choix de finir ses études ou aller dans son pays d'origine. Alors, dans la salle, je vais poser une question et vous allez me répondre par les mains levées. Quels sont les étudiants qui souhaitent, après leurs études, retourner dans leur pays d'origine? Alors, deuxième question, quels sont les étudiants qui souhaitent rester en France et continuer leur vie en France? Alors, très bien, on a vu la salle, c'est extraordinaire. Alors, quand on finit ses études, on a 2 choix. Diplôme en poche, avec sa capacité, sa raison et son ambition. C'est soit travailler pour son État, parce que quand il retournait, soit se dire, j'ai la capacité de créer quelque chose moi-même, c'est-à-dire une entreprise, choisir la fonction d'entrepreneuriat pour créer sa société. Parce que notre monde a changé. Est-ce que tout le monde ira travailler pour le gouvernement? Est-ce que c'est pas mieux de
voir ce qui ne va pas pour essayer de résoudre. Parce que j'ai une question qui m'a été posée une fois. On m'a dit, oh, docteur Keïta, on vous voit sur Google, on vous voit sur Internet, vous faites plein de choses, vous avez réussi, mais comment vous faites? Vous avez des entreprises qui marchent. Alors je dis, bon, dire réussi, c'est un gros mot. Alors on me pose la question, comment il faut faire pour créer une entreprise qui marche et avec laquelle on peut avoir beaucoup de finances et réussir? La réponse elle est très simple. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de potion magique pour créer une entreprise, pour gagner de l'argent, aller très vite et de réussir. La réponse à cette question, c'est regarder dans votre environnement ce qui ne marche pas et vous essayez de choisir de répondre à la question pourquoi ça ne marche pas. Quand vous réussissez à choisir cette problématique et vous apportez une solution, c'est ça, créer une entreprise qui marche, parce que vous aurez assumé deux fonctions: régler un problème qui est visible et aussi apporter votre contribution à la vie de la société. Donc, tout le monde peut être quelqu'un demain. Il s'agit de s'engager, il s'agit d'espérer, il s'agit de prendre sa décision, il s'agit de dire « je suis capable et je veux participer à la transformation positive de mon pays, à la transformation positive de nos nations ». Donc, vous avez ce devoir-là et je vous souhaite vivement une réussite. Alors, nous attendons les questions. Très heureux d'être ici, invité par le Haut-Commissariat, et surtout de rencontrer de nouveau Madame Catherine de Wittol-Lorraine, qui était à ma thèse à Lille en 2011, et avec qui j'ai eu plaisir effectivement à discuter. Et je me suis très heureux de refléter un peu ce qu'elle disait, notamment sur la capacité que nous avons, nous les étudiants, et ça a été d'ailleurs repris par Pascal, c'est quelque chose de très important par rapport au code. Donc je commencerai par Madame de Wittol-Lorraine sur la capacité qu'a aujourd'hui Sciences Po à faire en sorte qu'en Afrique subsaharienne, qu'on puisse avoir des étudiants. Voici ce que je voudrais proposer par rapport à ça, qu'on ait une sorte d'incubateur de préparation pour que nos étudiants subsahariens ici puissent entrer dans la préparation des concours aussi exigeants de Sciences Po. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait véritablement faire, parce que j'ai moi-même enseigné à Sciences Po de 2018 à 2020 à Reims, et on avait déjà émis l'idée d'avoir une prépa, des classes préparatoires qui puissent préparer nos étudiants à voir ça. Ça, c'est une proposition que je voudrais faire pour que le Haut-Commissariat porte ça. Deuxième question, c'est sur l'entrepreneuriat. Alors, l'entreprise aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel effectivement les étudiants ne sont pas aussi sensibilisés. Nous avons avec Gérard Doku à l'université de Dunkerque créé ce qu'on appelle l'incubateur des étudiants entrepreneurs. C'est quelque chose de très important et qui a un lien avec ce qui va se passer au pays. C'est-à-dire que quand vous arrivez ici, dans ce pays, il est plus facile d'avoir le statut d'auto-entrepreneur, mais ce statut vous permet d'inventer, d'avoir des projets structurants pour le pays, car la dimension transnationale est une dimension intéressante. Quoi qu'on dise, nous sommes ici, nous sommes aussi des ambassadeurs là-bas, forcément. Et donc, créer des incubateurs me semble quelque chose de très important, et c'est une proposition que je voudrais faire. Dans ce que je vais dire cet après-midi, qu'on ait une sorte de compagnonnage. Un chef d'entreprise parraine 10 étudiants. Ça me paraît être une proposition intéressante. 10 étudiants comment? Pour lui ouvrir le carnet d'adresse qu'il n'a pas. Pour lui dire que par rapport au code et à la manière dont il réfléchit, il est capable. Parler d'économie, puisque quand on parle d'étudiants, on parle aussi de l'économie en Afrique. Alors la question que je vais directe, c'est de savoir, docteur, quels sont les mécanismes et les politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre afin
de pouvoir en fait, permettre aux envois de fonds, qui sont le triple de l'aide publique au développement, comme l'a dit madame, en vue vraiment de permettre à ces étudiants qui sont ici présents de pouvoir vraiment orienter ces fonds-là vers des projets structurants en vue du développement du continent africain. Donc c'est un peu cette question que je voulais poser. Alors, cette question, c'est vrai que le transfert des fonds de la diaspora a dépassé l'aide publique au développement. Donc c'est faramineux, c'est constant, ça n'a jamais changé et ça continue à augmenter. Mais la problématique globale, c'est que ces fonds qui sont envoyés dans nos pays sont des fonds qui vont dans un puits perdu. Parce que le fond des fonds sont très importants, mais c'est tout de suite utilisé. Alors, c'est une très belle question, puisque j'étais dans une conférence aux États-Unis il y a un mois. On m'avait posé la question sur cette problématique, et nous sommes en train de réfléchir comment nous pouvons transformer cette manne financière pour que ça bénéficie au pays. Alors, nous allons lancer prochainement un système pour ce qui s'appellera Save My Money. Transfert, Save My Money. C'est-à-dire, vous allez transférer de l'argent et cet argent sera sauvé, cet argent sera sauvé, mis de côté pour l'implémenter, pour qu'il soit dans un fonds avec les banques pour implémenter une nouvelle façon de gérer cet argent pour que ça bénéficie au pays. Ça peut être des fonds qui peuvent accompagner les étudiants dans leur façon première d'arriver dans le marché du travail ou dans la première phase de création d'entreprise. Donc nous devons réfléchir et toujours avancer pour trouver des solutions réelles. Comment nous allons transformer cette manne financière à nos pays et à nos jeunes. Mais pour finir, ce que je voulais dire, c'est que la diaspora est une solution pour l'Afrique. Mais pour que la diaspora rayonne et qu'elle soit efficace et qu'elle puisse apporter une contribution réelle, les États ont leur carte à jouer. C'est-à-dire, les États doivent trouver un moyen possible, un moyen pour pouvoir créer les règles de cette réussite. Par exemple, on peut créer une zone franche dans un pays pour dire les étudiants qui rentrent, sont diplômés, ben, il y a une zone franche où on va pouvoir donner la possibilité aux étudiants de s'y installer. Et pendant 5 ans, si l'étudiant crée une entreprise, fiscalement, il sera déduit dans la progression de sa société. J'invite Julie Peguini, la fondatrice de Lucien Paille. Est-ce que Julie, tu veux bien me rejoindre? Julie arrive, ça s'appelle les aléas du direct. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Candice Kunkoud, la Miss des Miss Africa 2026 et aussi la marraine de la première édition du Forum des étudiants, la Génération Diaspora. Donc, on va commencer par... déjà, je suis en première année de BTS Comptabilité Gestion. Donc, je vais un peu parler de mon parcours qui n'a pas été... pas les plus compliqués, mais pas les plus faciles non plus. C'est-à-dire que après mon bac, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une école à cause de Parcoursup, une alternance aussi. C'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée, c'est-à-dire que je voulais absolument être scolarisée, mais voilà, les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas pu.
j'ai su me relever malgré que j'étais dans le désespoir total, et surtout qu'en tant que femme issue de la diaspora, en tant que femme noire issue de la diaspora africaine, ça demande encore plus d'efforts. C'est beaucoup de... On doit toujours faire plus que les autres, mais voilà. Donc je tiens à vous souhaiter une bonne journée